Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Quantic Sailing. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo évidemment particulière car c'est le premier résumé de course du Vendée Globe 2024 qui vous est proposé sur la chaîne. Et quoi de mieux pour commencer que de parler évidemment du vainqueur de cette 10e édition, le skipper normand Charlie Dalin qui a établi le nouveau temps de référence de l'épreuve cette année. De la jeunesse de sa participation à l'euphorie de sa splendide victoire en passant par des moments compliqués et son duel d'anthologie avec son meilleur ennemi Johan Richomme, vous saurez tout dans cette vidéo. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me suivre sur mes réseaux, Facebook, Instagram et TikTok, tous les liens sont comme d'habitude en description. Et sur ce, on y va pour la vidéo. Lundi 27 janvier 2021. Il est aux alentours de 20h30 quand les Français, agglutinés devant leur poste de télévision, voient pointer au large des Sables d'Olonne la première étrave d'un monocoque IMOCA depuis 80 jours dans la nuit noire vendéenne. Elle est noire, blanche et verte, il y est inscrit Apivia et son skipper Charlie Dalin touche au but. Pour sa première participation, il est vraisemblablement en passe de remporter le Vendée Globe. Vraisemblablement ? Oui, vous avez bien entendu. Car de cette 9e édition, indécise jusqu'au bout, on ne sait toujours pas, lorsque le premier bateau franchit la ligne d'arrivée, qui sortira vainqueur du Vendée Globe. Ce sera soit le Concarnois, soit Yannick Bestaven, qui lui aussi, à l'approche des sables, a bénéficié pour son implication dans le sauvetage de Kevin Escoffier, auquel nous avons consacré la dernière vidéo, d'une compensation de 10h15. Charlie Dalin est le premier à couper la ligne d'arrivée de cet Everest des mers, mais son sort n'est pas statué. Il ne sera sacré champion que si Yannick Bestaven ne termine pas sa circumnavigation avant 6h35 le mardi 28 janvier. Mais malheureusement pour Charlie, ce qui devait arriver arriva. Yannick Bestaven coupe la ligne d'arrivée du Vendée Globe 2020 à 4h19 et s'adjuge la victoire autant compensée pour seulement 2 petites heures et demie d'avance sur Apivia, alors que le record des 74 jours reste aux mains d'Armel Lecléache depuis 2016. Cela laisse aux compétiteurs marins havrais, et ce malgré la satisfaction d'avoir bouclé le tour du monde en premier, un goût évident d'inachevé. Si les 6 premiers se tiennent dans un mouchoir de poche, 11h37 d'écart sépare Yannick Bestaven du 6e Thomas Ruyant. Charlie Dalin le sait, il sera de retour en 2024, plus fort que jamais, avec l'ambition une bonne fois pour toutes, de mettre tout le monde au tapis et de soulever ce trophée qu'il a vu s'évaporer sous ses yeux. Durant les 4 ans qui le séparent de la prochaine édition du Vendée Globe, Charlie Dalin met tout en œuvre pour s'offrir la préparation et les moyens matériels les plus parfaits qui soient. Passage d'Apivia à sa maison mère massif, construction d'un nouveau bateau surpuissant à la pointe de la technologie, mais aussi et surtout domination presque sans partage du circuit IMOCA avec 11 podiums dont 8 victoires en 13 courses de 2021 à 2024. La concurrence a beau se faire de plus en plus rude et intense sur le circuit, le marin concarnois a beau changer de bateau en 2022, la chanson tourne en boucle et Charlie Dalin affiche clairement ses ambitions. La prochaine course qu'il veut gagner, c'est le Vendée Globe. C'est donc tout naturellement qu'il est le favori ultime de cette 10e édition, celui vers qui la grande majorité des pronostics se tournent lorsqu'il s'agit de désigner un potentiel vainqueur. Meilleur projet, meilleur bateau, meilleur skipper, le Concarnois a tout pour matérialiser ses ambitions et son beau bateau bleu, noir, blanc et vert suscite l'attention des visiteurs du village départ. Celui-ci, c'est le grand favori et il va falloir tout donner pour le battre. Il est le premier à sortir du chenal le dimanche 10 novembre 2024 au matin dès 8h et fait ses adieux au public sablais avec une seule idée en tête, revenir le plus vite possible et tout rafler sur son passage, victoire, trophée, record.
Mais il est loin de penser que ce Vendée est acquis, car la concurrence sur une édition n'a jamais été aussi féroce, avec plus d'une dizaine de bateaux pouvant prétendre à la victoire. En plus de Charlie Dalin, ce sont Jérémy Bayou, Thomas Ruyant, Maxime Sorel, Yannick Bestaven, Samantha Davis, Nicolas Lundven, Sébastien Simon, Paul Meillat, Boris Herman, Louis Burton ou encore les pourtant novices Johan Richomme et Sam Goodchild qui peuvent prétendre à la victoire finale, sans compter les outsiders comme Alan Roura, Romain Attanasio, Justine Métro, Clarisse Kremer, Damien Seguin ou encore Giancarlo Pedoté. Le départ est donné à l'heure, à 13h02 et dans la pétole, par le président du Vendée Globe et du conseil départemental de la Vendée, Alain Leboeuf. La course peut commencer. 5, 4, 3, 2, top départ Vendée Globe 2024. S'il y va pour en profiter plus qu'en 2020 comme il l'a déclaré avant le départ, Charlie Dalin ne prend pas le départ du Vendée Globe pour faire juste le tour du monde. Il veut le réussir et en premier. Et dès la Bouée du Nouk laissée à bâbord, il s'emploie à sécuriser durant les premiers jours de la course sa route dans la descente de l'Atlantique. Il n'attend pas pour confirmer ses ambitions et occupe pour la première fois le fauteuil de leader dès le lendemain du départ pour une durée de 24 heures. Pour autant, la loterie des options météo fait que les changements de leader dans les premiers jours de la course sont nombreux. Hormis Charlie Dalin, on peut notamment y retrouver des skippers comme Sébastien Simon, Justine Métro, Johan Richomme, mais aussi le petit nouveau Sam Goodchild, qui fait sensation en occupant la première place durant les 16 heures suivant le premier passage de Charlie sur le fauteuil de leader. La descente de l'Atlantique est, comme l'indiquaient les prévisions, assez irrégulière. Si la pétole était de mise au départ, la première tempête de ce tour du monde cueille à froid la flotte au large du Cap Finistère et ne va être qu'un prologue à la suite de la descente vers l'équateur. Un Atlantique Nord alternant entre vent très faible, vent au portant, il faut bien un peu quand même heureusement, et front. Le Concarnois reprend le 14 novembre la première place pour 4 heures avant que celle-ci ne soit confisquée entre autres par Johan Richomme puis par Jean Le Cam, qui à l'image de son début de course il y a 4 ans, bataille tout en haut du tableau. C'est d'ailleurs lui qui, le 17 novembre, relègue Charlie Dalin à 218 000, c'est le plus gros écart qu'il accusera pendant toute la course sur la première place. Alors que durant la semaine suivante, Sam Goodchild impressionne, ne laissant la première place que pour quelques petites heures à chaque fois, Massif Santé Prévoyance continue à batailler dans le haut du panier, qui accuse déjà près de 3 jours de retard sur le record établi en 2017 par Armel Lecléache sur l'épreuve. La descente de l'Atlantique, si elle est bien importante pour bien rentrer dans la course, n'est pas significative en raison des options météo très diverses qui se présentent. Le tableau se précisera dans l'Atlantique Sud après le passage de l'équateur. Charlie se maintient néanmoins dans les premiers et ne lâche pas le premier wagon. Il passe l'équateur et entre dans l'Atlantique Sud en seconde position derrière Thomas Ruyant, après 11 jours, 9 heures, 3 minutes et 54 secondes de course, 1 heure et 55 minutes derrière le nordiste. Ça y est, on est dans l'hémisphère sud, ça y est, on a passé, regardez, c'est écrit ici, minute sud, donc c'est bon. Il lui prend la tête le lendemain matin, à l'avantage d'un angle favorable de vent pour Massif Santé Prévoyance par rapport à celui de Vulnérable. Très vite, pour la descente de l'Atlantique Sud, l'option la plus favorable pour les foilers se dessine. Longer les côtes du Brésil, puis attraper une petite dépression qui va ainsi pouvoir ouvrir la route et la traverser en largeur de l'Atlantique Sud jusqu'au cap de Bonne-Espérance. Le 24 novembre, 14 jours après le départ, les compteurs s'affolent. Une première séquence de pulvérisation du record de distance en 24 heures s'ouvre, et c'est au terme d'une journée de bagarre à distance que Johan Richomme empoche la timbale avec 579,86 000 parcourus en une journée. Au milieu de cette cadence infernale, Charlie ne détrône pas le nouveau recordman, mais tire sa cadence et ne permet à aucun des 6 bateaux qui détrônent le record de lui passer devant. Au milieu de ses pointes de vitesse, il conforte sa première place, son avance sur son premier poursuivant variant entre 30 et 60 000.
Tout va bien pour le skipper de Massif Santé Prévoyance qui dévale l'Atlantique à une vitesse folle et s'approche déjà, après 5 jours dans l'hémisphère sud, du cap de Bonne-Espérance, alors que le premier groupe de prétendants à la victoire se forme, dans lequel on peut notamment retrouver, en plus du natif du Havre, des skippers comme Thomas Ruyant, Sébastien Simon, Johan Richomme, Jérémy Bayou ou encore Nicolas Loenven. Si la mer est plate et le vent très maniable, permettant à la flotte de rattraper une partie des 800 000 de retard qu'elle accusait sur le record d'Armel Lecléache à l'équateur, les conditions sont très loin de ce que les 40e rugissants ou les 50e hurlants peuvent proposer au menu. Certains des skippers de ce groupe de tête commencent d'ailleurs à faire part des chocs et du bruit assourdissant que ces grandes vagues procurent. Cela n'empêche pas Charlie de confisquer la première place à ses concurrents, alors que Sébastien Simon bat le 26 novembre le record de distance en 24 heures une nouvelle fois, avec plus de 615 000 parcourus, alors que Dalin, qui s'est mêlé à la bataille, a pu l'obtenir et le conserver quelques heures. C'est en première position que Massif Santé Prévoyance opère son passage du cap de Bonne-Espérance, qu'il double en tête en établissant un nouveau record sur le segment entre l'équateur et la pointe sud-africaine, qu'il a rallié en 7 jours, 18 heures et 39 minutes. 5, 4, 3, 2, 1, hop, ça y est. Cap de Bonne-Espérance franchi. Prochaine étape, entrée dans l'Indien dans quelques heures. Il perd néanmoins la première place le temps de 20 heures à la suite du passage du cap de Bonne-Espérance au profit de Sébastien Simon durant 4 heures, puis de Johan Richomme durant 16 heures avant de la récupérer. Mais très vite, les leaders de la flotte vont être confrontés à un dilemme qui déjà peut livrer de premières indications sur l'identité des prétendants au sacre. Le 4 décembre 2024, la première très grosse dépression des mers du Sud se dresse face aux 5 premiers. Un choix s'impose. Jouer la sécurité en optant pour une option nord et contourner le front à vitesse élevée pour préserver le bateau, ou foncer dans l'œil de la tempête qui prévoit des rafales à 60 nœuds et des creux de 10 mètres, une option très risquée mais qui pourrait se muer en véritable tour de force si elle s'avère payante et ainsi opérer dans le groupe de tête une première sélection quant à la perspective de la victoire finale. Après la cavalcade de l'Atlantique Sud, cela paraît d'autant plus risqué que les skippers ont tiré sur leur bateau pour suivre le train d'enfer imprimé durant les 7 derniers jours de descente. Et si Johan Richomme, Jérémy Bayou, Nicolas Loenven et Thomas Ruyant préfèrent jouer la carte de l'assurance et de la préservation du bateau, Charlie Dalin et Sébastien Simon prennent une toute autre option, foncer quitte à casser. Le premier vrai tournant du Vendée Globe peut se produire ici. À l'avant de la dépression et parvenant à creuser l'écart sur leur premier poursuivant, Dalin et Simon se maintiennent dans 30 nœuds de vent réguliers et une houle de 4 mètres, avant que Groupe du Breuil ne se fasse rattraper puis dépasser par le centre de la dépression, ce qui l'emmène dans des surfs violents. De son côté, Massif Santé Prévoyance perce sa trajectoire dans la dépression et semble être récompensé de son audace. Affichant des moyennes de 560 000 par jour, il relègue Johan Richomme à 800 000 en 3 jours et parvient à rester à l'avant de la dépression, flirtant avec la zone d'exclusion antarctique. Son audace récompensée jusqu'au bout, Charlie profite d'un vent adonnant qui lui permet aussi d'optimiser sa trajectoire au plus court vers l'objectif du Cap Lewin, pendant que ses autres concurrents sont contraints à faire le dos rond en esquivant les pièges tendus par l'océan Indien. Au bout de 9 jours, 22 heures et 47 minutes de traversée, le Concarnois passe le Cap Lewin en tête avec 11 heures d'avance sur Sébastien Simon, alors qu'il faudra près d'un jour de plus à Johan Richomme pour doubler le second grand cap de ce tour du monde. L'option s'avère un succès immense pour le duo, Massif Santé Prévoyance et Groupe du Breuil prennent énormément d'avance, et ce même si Sébastien Simon perd un foil dans l'opération, rattrapé par l'œil de la tempête. Le pari était fou, et au culot, les deux skippers s'ouvrent un boulevard, l'océan Pacifique droit devant eux, et il va désormais falloir plus que s'employer pour revenir sur les deux échappés. Résultat, Charlie Dalin aborde le plus grand océan du monde en tête de la course et est bien décidé à ne plus la quitter jusqu'au bout du tour du monde. Ça y est, c'est fait. Cap Lewin, franchi, en tête. Yes, c'est bon. Et franchi d'ailleurs pendant que je dormais. J'étais en train de faire la sieste. On l'a franchi il y a une demi-heure à peu près, à 14h. À 15h11 heure française pour être précis. Ça y est, on est sous l'Australie. Donc non, c'est cool ça. Un super tronçon indien qui s'est plutôt bien passé là. Et ouais, vraiment heureux
de passer ce deuxième cap mythique du Vendée Globe en tête. Trop bien, trop bien, trop bien. Massif Santé Prévoyance double le méridien le South East Cape en Australie et est le premier bateau à pénétrer dans l'océan Pacifique le 13 décembre 2024, le même jour auquel il atteint la barre symbolique des 50% de la course parcourue. Il entre dans le plus grand océan du monde avec 200 000 d'avance sur Sébastien Simon et 250 sur Johan Richomme, qui cravache et qui peut profiter de l'aisance de son bateau dans le gros temps, ainsi que du handicap de Groupe du Breuil pour revenir sur le sablé. Paprec Arkea reprend la deuxième place dès le lendemain et s'engage cette fois dans la poursuite de Charlie Dalin, qui fait cavalier seul depuis le Cap Lewin. Si le Concarnois passe logiquement l'antiméridien en tête le 16 décembre, il est pour lui un peu plus inquiétant de se dire qu'il ne le passe qu'avec quelques heures d'avance sur son meilleur ennemi. Car en effet, en l'espace de 3 jours dans le Pacifique, Johan Richomme et Charlie Dalin sont de nouveau au coude à coude. Fin prêt pour le début d'un nouveau bras de fer exceptionnel entre deux bateaux à la pointe de la technologie et deux des meilleurs skippers du plateau. Et le lendemain, ce qui devait arriver arriva. Pour la première fois depuis le 2 décembre, Massif Santé Prévoyance est relégué au second rang derrière un Paprec Arkea qui réalise décidément un océan Pacifique exceptionnel. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule pour le natif du Havre, Sébastien Simon est revenu à hauteur du duo de tête malgré son bateau amputé du foil de tribord. La bataille entre les trois premiers est anthologique. Le 17 décembre, Johan Richomme devance Charlie Dalin d'1,4 mille et Sébastien Simon de 3,1 mille. Groupe du Breuil réussit même l'exploit de reprendre la tête de la course le lendemain quand le second du classement essuie pour couronner le tout une avarie sur une voile importante du bateau qu'il répare en 36 heures, redonnant tout son potentiel à Massif Santé Prévoyance. Longeant la limite de la zone d'exclusion antarctique, le trio de tête aggrave tous les jours un peu plus l'écart sur ses poursuivants grâce à des allures très rapides. Charlie reprend la tête de la course le 19 après une journée à 596 000, puis la repère quelques heures plus tard au profit de Johan Richomme, alors que le tandem passe pour la première fois au-dessus de la marque de référence établie par Armel Lecléache en 2016. Le duo distance dans son entreprise Sébastien Simon qui navigue sur son foil cassé, ce qui lui fait perdre 100 à 150 000 par jour. Dès lors, on ne le reverra plus. Le duel est définitivement lancé. En 3 jours, le duo engrange 400 000 d'avance sur le Groupe du Breuil et relègue Thomas Ruyant, Jérémy Bayou et Nicolas Lundven à plus de 1300 000 derrière. Le mano à mano est âpre et intense et les deux leaders qui traversent le Pacifique en 2 semaines. Le 24 décembre, c'est ainsi Johan Richomme qui double le Cap Horn en tête du Vendée Globe après 43 jours, 11 h et 25 minutes d'avance avec seulement, tenez-vous bien, 9 minutes et 30 secondes d'avance sur Charlie Dalin. C'est du jamais vu à l'échelle d'un tour du monde. Le duo explose le temps de référence de plus de 3 jours et demi et celui du tronçon Lewin Cap Horn de plus de 5 jours. Alors qu'ils avaient tous deux 2 jours de retard sur le temps de référence au passage de l'équateur, les deux hommes de tête ont affiché une moyenne de près de 19 nœuds pendant près d'1 mois. C'est absolument stratosphérique. Paprec Arkea et Massif Santé Prévoyance sont les premiers à doubler le Cap Horn avant Noël et s'engagent dans un bras de fer hors du commun lors de la remontée de l'Atlantique que tout le monde annonce des plus indécis qui soient. On y est! On y est! Wouh! 2 jours! 2 jours comme je rêvais! Tiens, regardez, il est magnifique ce caillou! Il est magnifique ce rocher là! Tu peux pas te tromper quand tu le vois, tu peux pas te tromper. Il y a plein de pics partout là. Tu sais tout de suite. Tu sais tout de suite quand tu le vois. Putain! Ah, trop content! Dans les premiers jours de la remontée de l'Atlantique, Johan Richomme consolide sa première place. Son bateau, très efficace au portant quand celui de Charlie Dalin l'est plus dans le petit temps, les allures portantes du large de l'Argentine permettent à Paprec Arkea de continuer à faire la course en tête. Mais un autre skipper s'invite, ou plutôt se réinvite à la partie, et compte bien jouer les troubles faites. Profitant des allures portantes et d'un bord ultra favorable, Sébastien Simon est de retour dans la lutte, et même s'il est largement décalé à l'ouest par rapport au duo infernal, il est revenu à la latitude de Dalin et Richomme qui s'engluent dans des zones de molle, voire de pétole, à cause de l'instable front froid semi-permanent de Cabo Frio, au large de Rio de Janeiro.
Ce front constitue un tournant dans la remontée de l'Atlantique. Le rapport de force s'inverse, Johan Richomme se retrouve en difficulté et au contraire, Charlie Dalin, qui bénéficie d'un bateau plus adapté, va plus vite et reprend pour la première fois depuis une semaine la tête de la course le 30 décembre. Cette inversion des rôles constitue un tournant extrêmement important, car selon les prévisions météo, les allures de petit temps devraient être majoritairement de la partie jusqu'au Sables d'Olonne. Charlie passe le réveillon du Nouvel An en tête et se construit un petit matelas de 60 000 d'avance sur Johan Richomme, tout en s'offrant, grâce à sa trajectoire, un angle ultra favorable afin d'aller toucher les alizés et s'envoler vers l'Atlantique Nord et la victoire. Massif Santé Prévoyance est désormais en avance de 5 jours et demi sur le record de 2016 et touche les alizés le 4 janvier. Et ce qui devait arriver arriva, le natif du Havre augmente son avance de moins de 20 000 à Cabo Frio à plus de 100 000 sur Papres et Carquea, alors que Sébastien Simon est définitivement relégué à 500 000 du duo de tête. Charlie Dalin franchit l'équateur en tête le lendemain à 14h38 après 56 jours, 2h, 36 minutes et 23 secondes de course, avec 5 jours et demi d'avance sur le temps de référence. Il détruit aussi le record WSSRC établi entre les deux passages de l'équateur de plus d'une semaine. Attention, bienvenue à bord. Et hop, ça y est, franchissement de l'équateur. À l'instant 0002 nord. On y est. On y est. Wouh! Trop bien. On est mis dans l'hémisphère nord, ça y est. On est dans l'hémisphère nord. Voilà, si mes calculs sont bons, ça met un terme à 44 jours de périple dans l'hémisphère sud. 44 jours. Et ça y est, on est retour dans notre hémisphère, dans l'hémisphère nord. Combien? Qui plus est, passage en tête. Petite cerise sur le gâteau. Johan Richomme y arrive 8 heures plus tard et les deux bateaux de tête avalent le poteau noir en 2 jours. Les alizés, très modérés, avec 10 à 15 nœuds de vent, profitent là encore à Charlie Dalin et son bateau plus adapté qui prend 200 000 d'avance sur le natif de Fréjus à 2000 milles de la ligne d'arrivée. Et s'il restait néanmoins de l'espoir pour ce dernier, cela va encore se compliquer lorsqu'il confie être victime d'une avarie importante sur Papres et Carquea, la perte de son J0, une voile d'avant importante d'autant plus au vu des conditions prévues sur cette fin de course, ce qui va constituer un handicap de taille pour Johan Richomme. Ni une ni deux, Charlie Dalin prend la poudre d'escampette durant les 24 heures suivantes, mais la bataille n'est pas totalement terminée. Le vent forcit et le rapport de force entre les deux bateaux s'inverse. C'est désormais Papres et Carquea qui est plus à son avantage que Massif Santé Prévoyance dans des vents plus portants. Il pousse son bateau dans ses retranchements et reprend 40 000 à Charlie Dalin, mais ce n'est pas suffisant. Le 13 janvier 2025, Charlie Dalin est en passe d'en terminer avec le golfe de Gascogne. Il lui reste cependant une manœuvre à effectuer pour aborder la ligne d'arrivée. Il lui faut en effet, afin d'engranger du vent, monter au large de la Bretagne avant de redescendre en ligne droite vers la Vendée. Il est aperçu à Pinmar, à proximité du phare d'Eckmühl en fin d'après-midi, et se fait même escorter sur quelques milles par une vedette du pôle Finistère Course Large de Port-la-Forêt, son centre d'entraînement. La course est pliée, l'arrivée du grand vainqueur est prévue pour environ 8 heures le lendemain matin. Mardi 14 janvier 2025. Il est tôt, il fait froid, mais pourtant l'ambiance est festive au Sables d'Olonne, prête à acclamer comme il se doit le grand vainqueur de la 10e édition du Vendée Globe. De nombreuses frégates sont de sortie sur le plan d'eau très calme pour accueillir le Havrais, quand soudain, aux alentours de 8 heures du matin, Massif Santé Prévoyance se montre au large des Sables d'Olonne, montrant un Charlie Dalin encore très concentré sur la fin de course pour éviter toute mauvaise surprise. L'arrivée du vainqueur est triomphale, la liesse est de mise partout et Charlie peut aussi s'appuyer sur les remous générés par les embarcations pour reprendre un peu de vitesse vers la ligne d'arrivée. La lumière du jour perçante illumine d'oranger les voiles du bateau vainqueur et à 8h24. Top Massif Santé Prévoyance vainqueur. Voilà, bravo, Charlie. 2024-2025.
C'est fait. Massif Santé Prévoyance avait pris la tête le 30 décembre 2024, il ne la lâchera plus. 64 jours, 19 heures, 22 minutes et 49 secondes après avoir franchi la ligne de départ, Charlie Dalin est de retour du monde en vainqueur. 27 668 milles parcourus, une vitesse moyenne impressionnante de 17,79 nœuds autour du monde, 42 jours passés en tête, soit plus que n'importe quel autre skipper de cette 10e édition, un temps de référence pulvérisé de 9 jours et 8 heures, des records établis sur les tronçons Équateur Bonne Espérance Le Win et Équateur les Sables d'Olonne. La course du natif du Havre est d'autant plus ahurissante qu'il devient par la même occasion le premier skipper à revenir d'un Vendée Globe avant la mi-janvier. À titre de comparaison, Charlie, en solitaire, sans escale et sans assistance, a également fait mieux que le record paraissant alors imbattable qu'avait établi Bruno Perron et son équipage sur le trophée Jules Verne en 2002 sur le catamaran géant Orange. La remontée du chenal qui en suivra sera d'autant plus impressionnante au vu du monde présent sur les quais et de la ferveur si habituelle des sables pour les skippers du Vendée Globe, peu importe leur classement, peu importe leurs moyens. L'émotion est palpable, Charlie Dalin l'a fait, il a remporté le Vendée Globe. Et maintenant, quel héritage va laisser cette performance exceptionnelle? Il est évident de dire premièrement que Charlie a mis la barre très haut. Un Vendée Globe en 64 jours, c'est absolument phénoménal. Et même si les innovations sur les bateaux aujourd'hui peuvent permettre ce genre de performance, il faut quand même avouer que le natif du Havre a mis la barre très haute et qu'il paraît difficile de le détrôner au vu des conditions de cette 10e édition qui ont été extrêmement favorables aux foilers, notamment dans l'Atlantique Sud à l'aller et dans l'Atlantique Nord au retour. La performance de Charlie Dalin va en plus faire rentrer dans la légende, comme ce fut le cas lors des victoires de Riou, de Gabard ou de Lecléache entre autres, un nouveau duel dans le grand livre du Vendée Globe. Car, et Charlie Dalin l'a lui-même déclaré, ce temps record n'aurait sûrement pas été le même sans un deuxième de très haut niveau. Et le skipper de Paprika-Arkea, Johan Richomme, en est le parfait exemple. La course exemplaire de ce dernier qui n'a jamais rien lâché, même distancé, et qui a cravaché dans le Pacifique pour revenir sur Massif Santé Prévoyance, a offert une incroyable résistance au skipper havrais, reconstituant cette fois autour du monde les batailles folles entre les deux skippers durant leurs illustres années sur le circuit Figaro. N'oublions pas non plus dans l'équation Sébastien Simon, qui bien qu'arrivé 2 jours plus tard et distancé plusieurs fois, a lui aussi joué un rôle clé dans la lutte pour le titre. Le Vendée Globe 2024 de Charlie Dalin, c'est un modèle de course. Un modèle d'accomplissement mené par un projet exceptionnel, parfaitement coordonné, huilé, et qui durant 3 ans a tout mis de son côté pour matérialiser le rêve ultime de son talentueux skipper, remporter cette 10e édition. De la conception du bateau à cette ligne d'arrivée magique dans les premières lueurs du 14 janvier 2025, en passant par une domination presque sans partage sur le circuit IMOCA, cette victoire reflète le travail immense abattu par le team et son skipper depuis le lendemain de l'édition 2020 du Vendée Globe perdu sur le fil. Charlie a 2 derniers défis à aller chercher, la Transat Jacques Vabre cette fin d'année et surtout la Route du Rhum en 2026. Mais peu importe les résultats, cette performance restera à jamais dans la légende de la voile. Alors je pense qu'il faut bien le dire tout haut, tout fort, chapeau, monsieur Charlie Dalin.